soir de 19h à 20h pour Happy Hour sur Radio Anguin, IDFM 98, la seule émission bilingue sur le FM en France. On écoute. Enjoy. Vous écoutez IDFM. Il est 10h. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au bar de l'économie. Je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin. Un grand merci à Charlie qui m'accompagne pour la technique. En plus, vous pouvez nous suivre en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, et en web radio bien sûr sur idfm98.fr, en plus de la FM bien évidemment. Et puis vous pouvez aussi retrouver nos émissions sur YouTube. Ça y est, la chaîne Bar de l'économie est lancée depuis quelques jours et on essaye de les mettre le plus rapidement possible. Alors, on va bien sûr poursuivre comme d'habitude 5 minutes sur le Covid avec notre expert Jean-Claude Durousseau et le professeur Gilbert Deray. Et puis les infos du jour et puis nos entretiens aujourd'hui avec Alain Assouline, le créateur de WebForce 3, un réseau de 50 écoles et de CFA. Et je pense que ça va vous intéresser car ces écoles forment au métier du numérique, des métiers en tension, et on voit bien qu'avec cette période de confinement, eh bien, beaucoup d'entreprises se mettent de plus en plus au web et au numérique, donc c'est une bonne chose. Nous aurons aussi un entretien avec Nicolas Goupil, entrepreneur, investisseur, pour parler de cette prise de conscience de l'importance du Covid. Ça, on ne peut pas y échapper, mais surtout que l'on va devoir vivre avec pendant un temps infini. On ne connaît pas bien sûr le délai. Et puis bien sûr de la musique pour ponctuer cette émission. Et puis un extrait d'un livre, de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, un livre de Philippe Delerme. Philippe Delerme, un enfant du Val d'Oise, un livre paru aux éditions de l'Arpenteur et qui sera lu par Dominique Smadja. Voilà, alors tout de suite, eh bien, nous allons écouter les conseils de notre expert, le professeur Gilbert Deray. 5 minutes sur le Covid. 5 minutes pour répondre à vos questions sur le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Alors, on a une première question. Boris Johnson, qui a serré plein de mains à attraper le Covid-19, on lui souhaite le meilleur, bien sûr, mais est-ce que ça s'attrape en serrant des mains ? Non, ça ne se passe pas en serrant les mains. Le Covid ne passe pas par la barrière cutanée. Quand il va serrer des mains, il s'est approché de personne, donc ils le lui ont transmis par voie aérienne, ou alors il savait le Covid-19 sur la main, ils lui ont mis sur sa main et il l'a mis sur son visage. Alors, c'est un médecin qui nous pose cette question. Il m'arrive de prescrire de l'azithromycine. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a des effets secondaires que je ne connaissais pas ? Le principal effet secondaire de l'azithromycine, c'est un effet secondaire cardiologique. Ça risque d'avoir ce qu'on appelle des torsades de pointe. Si vous prescrivez l'azithromycine seule, le risque est relativement faible, mais vous devez quand même vérifier sur un électrocardiogramme qu'il est normal de base. La torsade de pointe, c'est juste votre cœur qui se met à battre de façon très irrégulière. On nous pose une question, est-ce que quand je me peigne ou je me brosse les cheveux, il y a des particules de virus qui peuvent avoir été fixées sur mes cheveux et qui peuvent me contaminer ? Il n'a jamais été montré qu'il y avait du Covid-19 sur les cheveux. Si vous êtes chez vous, ça ne risque rien. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes sorti, si vous avez touché plein d'objets à l'extérieur, lavez-vous les mains avant de vous peigner les cheveux, pour ne pas en mettre partout. Alors une autre question qui est connexe, finalement, est-ce que ce virus, il est dans l'air et est-ce qu'il se dépose un petit peu partout quand on va se promener ? Grande question, et ça, c'est pas tout à fait clair. On va essayer de schématiser. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans les gouttelettes quand on tousse. Ça, c'est clair, il faut se tenir à distance. Ce qui n'est pas clair, c'est si quand vous respirez simplement, vous allez, si vous êtes infecté, transmettre du virus à distance. En clair, c'est pas sûr, on ne le sait pas. Ce que je vous conseille, c'est garder votre distance de sécurité et vous ne risquez rien. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a le virus, il faut qu'il ait un masque et que vous ayez un masque. Une question qui complète celle-là, est-ce que quand je croise un jogger donc qui respire fortement, j'ai un plus grand risque d'attraper le virus ? Si vous êtes à distance, et ben, je vais même vous dire dehors, mettez-vous plutôt à 2 mètres, vous ne risquez rien. Bon.
Beaucoup de questions sur les sprays. On a, dans une précédente émission, dit que les sprays repoussaient le virus à l'intérieur. Mais alors, il y a tous les asthmatiques et tous les gens qui font des allergies saisonnières qui nous disent, bon, bah, quid du spray? Est-ce que je continue à les utiliser ou pas? Surtout, vous continuez. Vous continuez parce que si vous ne les prenez pas, si vous déclenchez une crise d'asthme, d'abord, vous avez le danger de la crise d'asthme, et puis vous avez même le danger que le Covid-19 soit plus sévère chez vous. Donc surtout, vous continuez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est si vous avez un Covid-19, de prendre des sprays pour vous laver le nez. On nous pose une question sur l'Humira. Une personne qui est en traitement sous Humira qui nous dit, est-ce que je dois suspendre mon traitement? Non, vous ne suspendez pas votre traitement, les immunomodulateurs doivent être continués sinon vous risquez de pousser de la maladie. Et ce que je vous conseille dans ces circonstances, c'est si vous avez des signes du Covid-19, vous prenez contact immédiatement avec votre rhumatologue qui vous dira quoi faire. L'apnée du sommeil. Les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, alors en premier, est-ce que c'est un signe de Covid-19? La réponse est non. Et en second, je souffre d'apnée du sommeil et je souffrais d'apnée du sommeil avant, bien sûr, l'épidémie. Est-ce que je suis plus à risque qu'un autre? La réponse est probablement oui, même si je n'ai pas d'éléments cliniques absolument démontrés. Il est clair que tout problème respiratoire de base va être un risque non pas d'attraper le Covid-19, mais si vous avez le Covid-19 et s'il donne une atteinte pulmonaire, qu'elle soit plus importante. Alors maintenant, on a une question ou une remarque plutôt d'urgentistes qui disent « Nous, on a abandonné les gants, on travaille à manches courtes, par contre, on a des protections extrêmement importantes pour se protéger la tête. Et le fait de travailler à main nue nous permet de nous laver les mains beaucoup plus souvent que de changer de gants. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ?» Je trouve ça très sage. D'ailleurs, les urgentistes, ils savent ce qu'ils font. C'est beaucoup plus simple de se laver les mains régulièrement que d'avoir des gants qui, par définition, vont être rapidement contaminés. Tout à fait d'accord. Voilà, bah écoutez, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. Portez-vous bien. À demain. Merci Jean-Claude Durousseau, effectivement, à demain. On poursuit avec les infos. Alors, Allo Covid, c'est le nouveau numéro téléphone pour s'informer et suivre l'épidémie lancée par les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et de l'Université de Paris. Alors, c'est le 08 06 800 540. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les personnes de plus de 15 ans souhaitant vérifier si leur profil ou leur état de santé nécessite une attention particulière peuvent désormais contacter ce numéro au prix d'un appel normal, autant de fois que leur état le nécessaire, précise le communiqué. Donc je rappelle le numéro, Allo Covid, c'est 08 06 8 80 05 40 ou alors si vous préférez 08 06 800 540. Plan de déconfinement français, eh bien, il sera bien présenté aujourd'hui par le gouvernement qui s'est opposé à un report du vote après avoir multiplié ces derniers jours les consultations pour peaufiner ce plan, en particulier avec les élus locaux, et ils ont planché bien sûr sur les ultimes arbitrages hier. C'est donc bien aujourd'hui, cet après-midi, que le Premier ministre, Édouard Philippe, va présenter le plan à l'Assemblée nationale en dépit de la demande des oppositions. Les députés devront voter donc dans la foulée de sa déclaration et des 2h30 d'intervention prévues par les groupes parlementaires. Mais un vote sur la question du tracking n'est pas prévu et après consultation des maires et des préfets, le Sénat devra à son tour se prononcer sur la stratégie de déconfinement la semaine prochaine. Donc ça va très vite puisque maintenant on décompte les jours bien sûr du déconfinement. Je pense que tout le monde est sur les starting blocks. On le voit d'ailleurs dans la rue, il y a un petit peu plus de monde. La vente de masques est enfin autorisée dans les 22 000 pharmacies de l'Hexagone depuis hier. Le prix ne doit pas dépasser 5 €. Les pharmacies, vous pourrez trouver des masques industriels dits alternatifs, en tissu, jetables ou lavables de type 1 et 2. Les masques de type 1, ils filtrent les particules à 90% et sont destinés aux professionnels, caissières de supermarchés, plombiers, ouvriers. Et les masques de type 2, ils filtrent à 70% les particules et sont donc destinés au grand public. Les masques FFP2 sont réservés donc au personnel de santé. Alors la France disposera de plus de 31 millions de masques grand public
par semaine dès le début mai. Donc ça c'est facile, c'est dès le début de la semaine prochaine. Et dont près de la moitié sont produits en France, ainsi que 20 millions de masques sanitaires pour les professionnels d'ici fin mai, a fait savoir Bercy. Le ministère de l'économie a dévoilé également les 4 logos qui doivent figurer sur les conditionnements pour éviter les arnaques. Donc je vous les mettrai sur notre page Facebook pour que vous puissiez bien suivre. Chacun correspond au nombre de fois qu'il est possible de les laver. Un masque lavable 5 fois est utilisable 6 fois et un masque par exemple lavable 20 fois est utilisable 21 fois. Précision, il est recommandé de laver son masque après 4 heures d'utilisation. La mention filtre garantie assure que le masque a franchi avec succès les tests réalisés par la Direction générale de l'armement. À ce jour, 390 prototypes sont proposés par 242 entreprises homologuées en France, a précisé la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. 2 catégories sont en place et elles doivent être notifiées sur le packaging. Donc vérifiez bien les packagings, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. Petite astuce, si vous faites votre masque vous-même, pour le tester, n'oubliez pas, vous pouvez très bien souffler à travers devant une flamme et la flamme de la bougie ne doit pas s'éteindre. Et si vous les faites vous-même et que vous les lavez, prenez des tissus qui peuvent être repassables parce que la forte chaleur d'un fer peut également supprimer ce virus puisqu'il se détruit après 60 degrés. Le laboratoire européen de physique nucléaire, le CERN, situé près de Genève, à cheval sur la frontière franco-suisse, s'engage lui aussi dans la lutte contre la pandémie et publiera ses recherches pour qu'elles soient librement reproduites. Les projets déjà lancés sont la production d'une tôle de gènes hydroalcooliques, la production d'équipements de protection, tels que masques et barrières en plexiglas, puisqu'ils possèdent des imprimantes 3D. Un prototype d'un nouveau respirateur a aussi été mis en point, utilisable pour des patients présentant des formes peu graves ou en phase de guérison, ce qui permettrait de libérer des machines plus performantes pour les cas les plus graves, bien sûr. Je signale un petit soutien qu'apporte la Seine et Yvelines numérique en distribuant 400 tablettes aux résidents des EHPAD des départements du 78 et du 92, 200 tablettes dans 90 EHPAD des Yvelines, dans le 92. L'objectif est de maintenir le lien, de garder un contact visuel avec leurs proches et de les faire bénéficier de la téléconsultation avec un médecin généraliste ou avec des auxiliaires médicaux via Doctolib et Terre Santé. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Autre initiative intéressante, c'est Ecosia. Je ne sais pas si vous connaissez ce moteur de recherche mondial. Eh bien, leur slogan, c'est « Vous ne pouvez pas sauver la Terre en un jour, mais vous pouvez commencer aujourd'hui ». C'est le slogan donc de ce moteur de recherche mondial Ecosia, je répète, à but non lucratif, qui peut planter des arbres grâce à ses utilisateurs. Jusqu'à 190 000 arbres pourront être plantés au Burkina Faso pour restaurer donc les terres désertifiées. Un arbre sera planté en l'honneur de chaque internaute qui tague un ami et aide à partager le message sur ses propres réseaux sociaux. Chaque recherche sur le web avec Ecosia permet d'éliminer environ 1 kg de CO2 dans l'atmosphère, a indiqué son responsable France qui s'appelle Ferdinand Richter. C'est un Allemand qui est venu s'installer en France il y a déjà quelques temps. Voilà, je répète, ce moteur de recherche écolo, c'est très intéressant, c'est Ecosia. Allez voir, vous verrez. Autre info du jour. L'économie mondiale est paralysée par le coronavirus, bien sûr, et la récession menace et les recettes publicitaires chutent, mais les géants de technologie comme Amazon, Google et Facebook battent des records d'utilisation. Quant aux autres entreprises de la tech ou du numérique, eh bien, elles cartonnent aussi, en France comme ailleurs d'ailleurs. Le niveau d'appel passé par WhatsApp et Messenger a doublé, atteignant au quotidien celui des fêtes du Nouvel An. Le nombre d'appels vidéo passés par Teams, la solution de vidéoconférence de Microsoft, a bondi de 1000% en mars. Une nouvelle interface d'appel vidéo, c'est Messenger Rooms, permet de faire un saut virtuellement dans le salon de ses amis, de quoi faire pâlir Zoom, qui est très utilisé.
Cellule, l'outil de réunion en visioconférence que beaucoup d'entreprises connaissent, mais peut-être vous ne connaissiez pas ceux que je viens de citer. Les seniors se sont mis aux jeux vidéo, chacun est sur son écran, donc pour le télétravail ou pour le suivi scolaire. Disney Channel est arrivé en France, je vous en ai déjà parlé, tout comme Lina qui a lancé sa plateforme de vieux films et de vieilles séries. Apple Music aussi est parti à la conquête de 52 nouveaux pays avec 6 mois offerts pour les nouveaux abonnés. Google a rendu Stadia, son service de jeux vidéo sur le cloud, gratuit pendant 2 mois. Et Facebook a lancé cette semaine une appli de streaming de jeux vidéo en concurrence directe avec Twitch d'Amazon ou Mixer de Microsoft. Google et Apple vont jusqu'à proposer une alliance inédite pour pouvoir suivre numériquement les individus ayant été à proximité des personnes contaminées et en profitent pour communiquer sur la protection de leurs salariés et leurs efforts de lutte contre la désinformation liée au Covid. Alors est-ce que ça va perdurer après les périodes de confinement? On verra. Mais en tout cas, ils en profitent aussi pour faire des dons aux organisations caritatives. En tout cas, la publicité qui finance les géants comme Google et Facebook, l'un des premiers budgets qui est réduit par les entreprises. Du coup, les résultats de ces géants seront bien sûr en baisse cette année. Voilà, c'était toutes les infos du jour. On va faire une jolie pause musicale avec notre DJ Charlie et on revient dans quelques minutes. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était une musique qui s'appelle Tonight de notre DJ Charlie. Nous sommes toujours, je suis en votre compagnie au bar de l'économie, toujours sur IDFM Radio Anguin. Alors, notre premier entretien du jour va démarrer avec Alain Assouline. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur de WebForce 3, un réseau de 50 écoles qui forment au métier du numérique et du web. C'est justement, en période de confinement, on en a bien besoin, pour les entreprises notamment. Et vous formez pour la France et pour l'international, bien sûr. Et la première école a été créée à Gonesse. En plus, elles sont gratuites, si ma mémoire est bonne. Vous allez nous parler de tout ça. Mais dites-nous d'abord, comment est arrivée cette aventure de création d'une école, puisque à l'origine, vous aviez une agence de communication, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc j'avais une agence de communication qui s'appelait Les Argonautes et qui était une agence de communication digitale que j'avais créée en 94 et elle qui était spécialisée justement sur la création de sites internet. Et nous avions à un moment, on était avec une centaine de salariés et nous avons
fait la digitalisation de l'APEC, Peugeot. Enfin, on a fait des très gros projets. On a même fait le LinkedIn des enseignants qui s'appelle Via Educ. Et donc voilà, j'avais une agence digitale avec laquelle en 2014, j'ai été confronté à un problème qui est un problème général, qui était que je n'arrivais pas, je mettais 6 mois à pouvoir recruter un bon développeur. Ce sont des professions en tension, en fait, de toute façon, voilà, tous ces métiers. En fait, évidemment, j'étais pas le seul, puisque à l'époque, en 2014, il manquait il y avait 50 000 postes à pourvoir dans les métiers du numérique. Et donc, je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir autant de postes à pourvoir et d'avoir encore un tel taux de chômage, en particulier chez les jeunes. Et aussi, je m'appuyais sur le fait que dans mon agence, en réalité, il faut bien resituer. En fait, la raison pour laquelle il y a une telle tension, c'est que les cursus traditionnels pour devenir développeur, c'était plutôt à l'époque, et ça l'est encore majoritairement, des cursus à bac+5. C'est des cursus d'ingénieurs. Et moi, je recrutais des personnes qui sortaient d'école à bac+5, mais très souvent, au bout de 2 ans, ils voulaient plus coder, ils étaient ingénieurs, ils voulaient être chefs de projet, et donc on avait comme ça cette situation permanente de manque de développeurs. Et dans mon agence, les développeurs que je gardais, c'était souvent des personnes qui avaient décroché en faculté au bout de 2 ans, ils avaient fait des maths ou de la philo, et ils décrochaient. Vous savez qu'on amène 90% d'une classe d'âge au bac, mais on a quand même un étudiant sur 2 qui arrête ses études avant la fin de la 2e année. Oui, bien et donc, sûr. On a comme ça une masse de jeunes qui ont une formation, qui ont le bac et qui même quelquefois ont un début de formation supérieure. Et ces personnes-là, quand donc à l'époque, j'en récupérais qui de façon autodidacte, s'étaient mis à se former au code, au développement. Finalement, on les prenait chez nous, on continuait leur formation et on avait plutôt des très très bons résultats. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que 50% des jeunes Français, dans les 2 ans de leurs études, finalement se rendent compte que ce n'était peut-être pas ça qu'ils voulaient faire. Et du coup, vous avez profité, vous avez surfé sur cette vague de jeunes qui se cherchent et finalement, avoir un métier tout de suite concret, apprendre sur le tas, c'est finalement ce qu'il y a de plus motivant peut-être. En fait, oui. En fait, moi, je me suis dit, j'ai ciblé je me suis dit, c'est ces jeunes-là donc que je vais cibler. Donc, j'ai créé l'école avec cette idée-là. En définitive, on a eu dans nos sessions des jeunes qui étaient... on a eu ces profils-là de jeunes décrocheurs de faculté, on va dire. Mais on a eu aussi pas mal de jeunes qui n'avaient pas le bac, qui avaient décroché avant même d'avoir passé leur bac. Et puis on a eu une grosse partie de personnes qui avaient, y compris fait des études jusqu'au bout, avaient un métier, quelquefois même avaient commencé à travailler dans ce métier-là, et qui finalement se rendaient compte que ça ne correspondait pas à leurs attentes, et qui se réorientaient vers les métiers du numérique. Et on peut dire que le gros des personnes qui suivent nos formations ont entre 20 et 30 ans, vous voyez. Donc c'est pas forcément des tout jeunes, c'est beaucoup de personnes qui se réorientent parce qu'ils se rendent compte que le métier sur lequel ils s'étaient engagés, soit il n'y a plus d'emploi, soit ça leur correspond pas. Et donc on a pas mal de personnes qui se reconvertissent en fait. Donc ça c'est actuellement, donc c'est la tendance actuelle. Vous ne prenez plus les jeunes qui décrochent, ou bien c'est parce qu'ils ne viennent pas vers vous? Je prends tout le monde en fait, c'est-à-dire que finalement au bout du compte, on a une très grande mixité sociale, d'âge dans nos sessions. C'est-à-dire on a à la fois on peut avoir un jeune qui a 16-17 ans, qui a décroché avant le bac au lycée.
on peut avoir des étudiants qui ont décroché en première, deuxième année, mais on peut avoir des personnes qui ont fait un bac+5 et qui se réorientent en venant faire notre formation. Et puis on a des personnes de 30 ans qui ont déjà une expérience professionnelle avérée, mais qui se réorientent, qui reviennent sur les métiers du numérique. Et on a même ce qu'on appelle les seniors informaticiens. Alors c'est pas vraiment des seniors, hein, puisqu'ils ont 45-50 ans, mais qui ont même fait des études d'informatique il y a 20 ans et il y a 25 ans, et qui ont besoin de se réorienter sur les nouvelles technologies, les nouveaux métiers, parce que en fait la révolution numérique, c'est aussi une révolution dans l'informatique, si vous voulez. C'est que tout ce qui était avant toute l'informatique traditionnelle des systèmes d'information est passé sur Internet, ce qu'on appelle est passé sur le cloud. C'est-à-dire, et donc ça a changé les langages, ça a changé la façon de développer, et donc y compris des informaticiens avec de l'expérience viennent dans nos formations, et cette mixité des populations crée quelque chose de très sympa, qui crée beaucoup de réussite, beaucoup d'échanges. Alors ça, il faut peut-être revenir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. Effectivement, on ne crée plus de site Internet comme on le faisait au début de l'Internet ou des années 90. Il y a il y a suffisamment maintenant de supports. Est-ce qu'on est obligé de coder informatiquement autant qu'avant? Oui, simplement, si vous voulez, avec, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Internet, il y a, quand ça a commencé, enfin, en 2000 ou un petit peu avant, et pendant peut-être les 10 premières années, on va dire jusqu'en 2010-2012, c'était un Internet de communication et de marketing. Et aussi, pas autant que maintenant, mais aussi de e-commerce. Avec l'arrivée du cloud, c'est-à-dire le fait que toutes les applications que maintenant une entreprise utilise pour sa gestion de la relation client, pour la gestion de ses stocks, pour sa compta, etc., tout ça maintenant est sur le cloud, c'est sur Internet. Et donc c'est écrit en langage, dans les langages qui étaient utilisés pour faire des sites Internet. Et c'est ça qui a créé en 2013-2014 ce manque de développeurs, c'est que d'un coup, des développeurs qui codaient dans les langages d'Internet, c'est-à-dire les langages HTML, JavaScript, PHP, Java, qui étaient les langages qui permettaient de faire des sites Internet robustes, eh bien, ont commencé à être utilisés pour faire les logiciels des entreprises, pour faire les applications des entreprises. Et donc, ça a créé un effet d'aspiration et de besoin énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, les assurances, les constructeurs automobiles, enfin même la grosse industrie, son système d'information maintenant est fait sur le cloud, c'est-à-dire est fait avec les langages d'Internet. Et c'est ce qui a créé ce besoin énorme. C'est-à-dire, on n'est plus sur simplement un Internet de communication et de marketing. On est sur un Internet qui gère y compris l'entreprise elle-même. Alors là, est-ce que les plus petites entreprises l'ont pris pour vous? Alors, on a clairement un déficit en France. Hein. La France est 16e au rang en Europe, au rang en termes de transformation numérique, ces entreprises de moins de 50 salariés. On est 16e en Europe, ce qui n'est pas le rang de la France au niveau économique. Et donc là, il y a un vrai problème, et probablement d'ailleurs, on observe là que pendant cette crise sanitaire, il y a des effets de transformation numérique accélérés. Il y a des entreprises, je pense que les entreprises qui avaient fait leur transformation numérique vont mieux résister à la crise que celles qui ne l'ont pas faite. Et il y en a qui ont su réagir pendant la crise en le faisant de manière accélérée, et ça va être un gros sujet d'après-crise. C'était déjà fixe, un des sujets
que le gouvernement avait adressé en créant la plateforme France Num, qui est une plateforme justement qui est faite pour accompagner la transformation numérique des entreprises de moins de 50 salariés. Et maintenant, la question, c'est qu'il va falloir maintenant aller beaucoup plus sur les territoires, au plus près de ces entreprises, pour accompagner leur transformation. Alors justement, avec France Num, oui. J'ai une autre casquette. Je suis président de Sinov Numérique, qui est le syndicat des TPE-PME du numérique, des entreprises du numérique de petite taille. Et nous avons travaillé à la création de France Num, cette plateforme qu'a créé le gouvernement. Et maintenant, nous avons proposé que pour sortir de la crise, il faut une deuxième étape de France Num, qui serait une étape où on se satisferait pas uniquement d'une plateforme, parce que finalement, l'entreprise qui n'a pas fait sa transformation numérique, elle ne va pas venir sur une plateforme pour le faire, mais en disant qu'il faut que maintenant France Num aille dans les territoires, aille à un niveau de granularité des communautés d'agglomération pour rencontrer les entreprises, mettre en place des ateliers pour les accompagner dans leur transformation numérique. Donc vous allez mettre en place la même, j'allais dire, distribution, entre guillemets, que ce que vous avez fait pour créer les écoles Webforce 3 sur réseau de 50 écoles, aller dans les territoires finalement. Exactement. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, l'approche que j'ai eue avec les écoles, c'était de dire, évidemment, on a des écoles dans les grandes métropoles, mais à partir de ces métropoles-là, on essaime dans les territoires de façon à être au plus près des personnes à former. Et je pense que, d'ailleurs, je vois bien, parce que souvent, cet essaimage s'est fait à la demande des élus locaux, qui souvent m'ont appelé en demandant de venir installer une école chez eux. Et du coup, j'ai une perception. J'ai fait 50 000 kilomètres en train l'année dernière. Je n'ai pas arrêté d'aller un peu partout en France. Et je vois bien qu'il y a besoin maintenant d'installer ce type d'atelier qui serait, c'est ce que j'ai proposé au gouvernement, qui serait des sortes de lieux à la fois de rencontres entre les entreprises du numérique et les entreprises qui ont besoin de faire leur transformation numérique, mais aussi des lieux de production où on pourrait regrouper les différents métiers qui concourent à faire une transformation numérique réussie. Mais ça pourrait être aussi des lieux de formation à la fois pour les salariés des entreprises à transformer, pour leurs dirigeants, et puis peut-être pour des jeunes qui pourraient du coup apporter leur talent à ces entreprises-là. Alors justement, dans vos écoles, vous proposez un rythme particulier d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus court. Et en fait, en même temps, on apprend à coder, en même temps, on travaille. C'est bien ça? Oui, alors là, on a une méthode pédagogique qui est à la fois pas nouvelle, mais qui a utilisé le numérique pour prendre une dimension nouvelle. Notre méthode, c'est de la pédagogie active, c'est-à-dire que la formation en journée se fait avec un formateur. Nos formateurs sont plutôt des professionnels du métier qu'ils enseignent. Si c'est du développement, ce sont des développeurs. Et on veut pas qu'ils fassent plus de la moitié de leur temps comme formateurs. On veut qu'ils continuent à travailler, à faire leur métier, de façon à ce que le mode de transmission, ça soit un peu le maître menuisier qui enseigne la menuiserie en faisant des tables et des chaises. Donc, dès les premiers jours, nos apprenants codent et font des exercices, ils font des micro-projets, et c'est à travers ça qu'on leur fait passer des notions. Et quand ils ont fini leur journée, quand ils rentrent chez eux, ils ont accès à une plateforme en ligne, qui est une plateforme que nous avons développée, dans laquelle ils se connectent, et on a généré, sur la base des notions qu'ils ont vues dans la journée, on génère des QCM sur la plateforme. Ils peuvent passer ces QCM, ça leur permet de voir s'il y a des choses qu'ils ont vues dans la journée, que ce qu'ils ont vu dans la journée, ils l'ont bien compris. Et donc, s'ils ratent un QCM et que telle chose a mal été comprise, ils ont un lien vers une fiche de révision
vers des replays vidéo de la formation donnée par un autre prof sur cette notion-là. Et surtout, le formateur et les responsables de l'école ont une vision sur ce que l'étudiant réussit ou pas dans ses QCM. Et ça permet éventuellement, si on voit que quelqu'un n'a vraiment pas compris une notion, de pouvoir aller le voir le lendemain matin pour débloquer la situation. L'approche qu'on a avec cette méthode, c'est qu'en fait, on n'a quasiment pas de décrochage. Notre objectif, c'est qu'il y ait aucun décrochage. On doit avoir 1% de décrochage. Ça correspond à des personnes qui tombent malades, comme ça. Mais on n'a pas de décrochage parce qu'on raccroche en permanence les personnes dès que quelqu'un commence à perdre pied, parce que notre formation est très intensive, hein, vous avez raison de le souligner. On délivre 490 heures de formation, ce qui correspond à une année de master en fac. Hein. Une année de master en fac, c'est 450 heures. Mais on les délivre en 3 mois et demi. Oui, donc c'est très intensif, effectivement. 3 mois et demi de formation. Donc ça, c'est le minimum ou c'est le maximum? Alors, c'est le minimum. On donne aussi des formations en 6 mois, mais avec plus d'heures. Donc ça reste toujours très intensif. Et on a aussi lancé cette année une formation en apprentissage ou en alternance qui dure 1 an. Donc là, on a aussi dans l'approche en apprentissage, il y a 3 mois où ils sont chez nous. Et ensuite, ils sont dans l'entreprise les 9 mois suivants. Ils sont 3 semaines en entreprise, 1 semaine chez nous. Alors, ceux qui poursuivent un cursus court, est-ce qu'en même temps, ils ont droit aux modules techniques de recherche d'emploi et de soft skills que vous proposez ou pas? Oui, alors toujours, ça c'est très important dans notre approche. Quand j'ai créé l'école, en fait, j'avais pris l'approche de dire je suis pas, on n'a pas de diplôme à délivrer ou de certification à délivrer. Pour nous, la mesure de performance de l'école, c'est le retour à l'emploi. Et donc, on délivre des certifications, des titres professionnels à des niveaux Bac+2, Bac+3, etc. Mais on a gardé cet ADN de départ, qui est que pour nous, la réussite d'un étudiant, pour nous, c'est quand il est rentré dans l'emploi. Donc dès qu'il rentre en formation chez nous, parallèlement à la formation, il a une personne qui va le suivre de manière très individualisée pour préparer son retour à l'emploi, finalement. Le retour à l'emploi. Donc, on va travailler son CV, on va travailler ses soft skills, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On va travailler aussi d'où il vient, parce que quelquefois, le numérique vient comme une couche supplémentaire à une formation initiale. Et souvent, ça augmente la capacité, l'employabilité. Et puis évidemment, on a aussi des sessions qu'on appelle de techniques de recherche d'emploi classiques, qui sont dans la formation, qui sont classiques, mais qui chez nous sont très orientées vers les DRH des entreprises du numérique. Alors, est-ce que, pour revenir à la question par rapport aux petites entreprises, est-ce que vous allez utiliser le réseau des 50 écoles que vous avez créé, Webforce 3, pour aider les TPE à rentrer dans le numérique? Oui, alors c'est vraiment... on s'est rendu compte, en fait, que c'est... en fait, c'était souvent la problématique des élus dans les territoires, qui me demandaient de venir installer une école, et quelquefois dans des territoires avec des villes moyennes ou petites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, on le sait, les métropoles agissent souvent comme des trous noirs qui aspirent tous les talents qui sont quelquefois formés dans les villes moyennes ou petites. Et ça agit en particulier comme ça pour le numérique, c'est-à-dire que toute personne qui a une formation dans le numérique et qui réussit bien, va travailler à Paris, à Nantes, à Lyon, ils vont travailler dans les grandes villes
où il y a beaucoup d'emplois et où les salaires sont plus importants, etc. Et on se retrouve avec cette situation que des élus m'ont dit, ben c'est bien, on a fait une école chez moi, on a formé des personnes, mais ils ne sont pas restés, ils sont allés ailleurs. Bon, c'est déjà pas mal, ils ne sont plus au chômage, donc ils ont un emploi, c'est quand même une bonne chose. Mais on s'est dit quand même, du coup, ils n'ont pas contribué à la transformation numérique de ce territoire et des entreprises du territoire. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on veut travailler, en particulier avec cette approche des ateliers territoriaux du numérique et de l'apprentissage, où on va essayer quand même de garder les personnes conformes dans le territoire en les faisant travailler pour les entreprises qui doivent faire leur transformation numérique. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On refera le point, si vous voulez bien, dans quelques mois pour voir comment ça fonctionne, Alain Assouline. En tout cas, dernière question, ça coûte combien pour un élève et à quelle période de l'année puis-je intégrer cette école Webforce 3 ? Alors, on peut intégrer l'école Webforce 3 à tout moment de l'année. Nous ouvrons des sessions de formation en permanence. Tous les mois, il y a une session qui ouvre. Après, bon, ça dépend des territoires, mais globalement, en tous les cas, en Île-de-France, on en a 1 à 2 qui ouvrent chaque mois. Donc, il y a toujours moyen de rentrer dans une de nos formations. Et combien ça coûte? Alors, le coût de la formation est de 4 000 €, mais évidemment, nous agissons pour que ça coûte, si possible, rien du tout à l'apprenant. Donc on va chercher des financements de droit commun, des financements de Pôle emploi, des régions, des différents appels à projets qui ont été lancés par le gouvernement avec le plan, le PIC. Le plan d'aide à l'insertion, vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est le... Est-ce que si on est un élève qui sort du bac, puisque je pense à tous ceux qui sont en terminale en ce moment, et vous savez qu'en principe le lycée ne va pas réouvrir et que le bac il y aura en principe pas d'examen du bac, est-ce qu'ils peuvent sonner à la porte de l'école Webforce 3 directement? Complètement. Complètement. Alors, probablement... voilà, donc c'est ouvert de 10... Souvent, le financement de la formation... c'est quand quelqu'un a du compte personnel de formation, qu'il est au chômage, et donc où il a accumulé des droits qui lui permettent que sa formation soit gratuite. Pour un lycéen, il va falloir que sa famille paye la formation, ce qui arrive, puisque souvent il arrive que les familles payent les formations de leurs enfants, mais l'apprentissage pour des familles ou des personnes qui veulent aller par ce biais-là, l'apprentissage permet que la formation soit gratuite aussi. Et en plus, l'apprentissage, ça permet aussi d'avoir... c'est un contrat de travail. Bien ça sûr. permet aux jeunes d'avoir une paye. Donc pour les lycéens, moi, je pense que l'apprentissage est la formation la plus adaptée. Chez nous, c'est 3 mois très intensifs dans l'école. Et ensuite, c'est en alternance dans l'entreprise et à l'école. Merci beaucoup en tout cas Alain Assouline pour cette explication claire des écoles Webforce 3 et puis de votre stratégie de mise en application dans les TPE. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette école, eh bien vous allez sur leur site internet wf3.fr et vous aurez beaucoup plus d'informations. Merci Alain Assouline et très bon confinement à vous. À bientôt. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale au bar de l'économie. On revient dans quelques minutes pour notre second entretien du jour. Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et
Et y a des gens d'en bas, y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars, des gens qui pleurent, des gens qui rient, des dealers et des carlabruni. Y a des gens valjean qui mangent leur peine, oui des vrais gens qui font de la plaine, des gens qui s'aiment et qui s'assemblent, des gens différents qui nous ressemblent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Voilà, c'était un extrait d'un des derniers titres de Christophe Maé avec Les gens. On part pour notre second entretien du jour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Nicolas Goupil, bonjour. Bonjour Florence. Alors, vous êtes entrepreneur, investisseur, vous êtes passé, d'ailleurs, vous êtes venu nous voir avant le confinement au bar de l'économie. Et aujourd'hui, vous vouliez que l'on parle ensemble de cette prise de conscience que l'on va devoir vivre pendant un temps infini avec le Covid-19. Et la question que vous posez, vous, c'est comment soutenir les salariés? C'est bien ça? Oui, alors effectivement. Alors déjà, merci pour votre invitation au bar de l'économie. Et merci également à Dinactive, un groupe d'entrepreneurs sur Val d'Oise, qui a permis cette mise en relation. Ce matin, au bar de l'économie, on est beaucoup dans tout ce qui est crise, tout ce qui est transformation numérique, réorientation. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en période de crise, on a tous besoin de donner du sens à notre travail. Et ça, c'est important. Quand on voit aujourd'hui les chiffres au niveau mondial, on peut s'apercevoir que 24% de la population mondiale salariée est prête à quitter son entreprise. C'est un chiffre qui est considérable. Il y a vraiment une urgence aujourd'hui à restaurer ce sentiment de confiance qui a tendance à se déliter. En fait, je crois que tout le monde le sait, mais personne ne sait comment faire exactement. Alors, mon propos aujourd'hui n'est pas de donner des conseils par rapport au Covid-19 ou par rapport à une maladie quelconque. Je ne suis ni médecin, bien évidemment, ni infectiologue, mais je pense qu'on peut peut-être faire un focus sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dans le détail, on s'aperçoit que 53% des cadres n'ont plus confiance en leur direction ou dans leur entreprise. C'est une étude Davos qui est parue il n'y a pas très longtemps, et on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de revaloriser la force du collectif. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, on est en période de crise, les choses changent. On a tous besoin, je pense, d'interaction. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à 20h sur les balcons, tout le monde applaudit. Regardez aujourd'hui l'explosion des webinars, des MOOC, des Zooms et des house parties. Tout le monde a besoin de discuter, d'échanger, et tout ça, ça explose, ça bouge beaucoup. Voilà, on voit aussi tous les artistes qui s'y mettent et qui font des choses, bien sûr. Alors, il n'y a pas que les chanteurs ou les compositeurs, il y a aussi les artistes qui dessinent, qui peignent, enfin tous ceux qui peuvent en fait ramener une communauté de personnes autour de quelque chose. Effectivement, ça fleurit sur les réseaux sociaux. Exactement. Et vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure dans vos infos, avec le fameux moteur de recherche Ecosia, qui permet de planter un arbre toutes les 20 ou 25 recherches, et ça, quelque part, on a besoin de donner du sens à son travail. Alors, aujourd'hui, on est tous confinés, et d'ailleurs, petit aparté, je ne suis pas dans le studio, il y a des gens qui m'ont interrogé, me demandant si j'allais dans le studio, dans vos studios. Je suis chez moi confortablement installé, bien évidemment. Aujourd'hui, donc, on est tous en période de télétravail. Avant la crise, seulement 16% des salariés avaient des accords pour télétravailler, alors que 70% d'entre eux le demandaient. Un chiffre qui aujourd'hui est complètement renversé, puisque aujourd'hui on est à peu près 75% de salariés en télétravail forcé. Alors quand je dis forcé, ça veut dire que malheureusement l'ensemble des salariés n'étaient pas préparés à ces faits, et ça crée un certain nombre de tensions. On n'était pas préparés. Et d'ailleurs, il y a un conférencier chroniqueur qui s'appelle Gaël Châtelain-Berry qui ne parle pas de télétravail, mais qui parle de corona-travail. Et je trouve que l'idée est assez intéressante. En fait, finalement, on se rend compte que finalement, on peut très bien travailler à distance pour beaucoup de métiers. C'est ça. C'est ça l'avantage. S'il faut trouver quand même des choses positives au coronavirus, bien sûr. Et l'avantage, c'est ça, c'est que les salariés comme les chefs d'entreprise se rendent compte qu'il y a des métiers où on peut très bien travailler quelques jours par semaine à distance. Tout à fait.
Alors justement, vous dites comment soutenir les salariés, comment leur redonner confiance. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution? Alors, j'ai pas de solution miracle. Aujourd'hui, je pense que le rôle du DRH, il est primordial. Il doit être à l'écoute des besoins individuels et il doit garder en même temps le cadre commun pour son entreprise. Cette solution, enfin, cette manière de faire, elle va passer par les managers qui sont des véritables courroies de transmission, car eux, ils sont sur le terrain, ils sont au contact. Alors, des pistes possibles, on peut en énumérer plusieurs. Aujourd'hui, le confinement nous permet à tous de renouer contact avec des gens qu'on a perdu de vue, des relations, etc., etc. Et parmi les solutions possibles et imaginables, je vais en citer plusieurs. Vous avez reçu il y a quelque temps une invitée qui s'appelle Frédéric Génicot, qui, elle, garde à l'idée de mettre en place un micro-défi par jour. Ça peut être une solution pour garder l'esprit. Ensuite, vous avez d'autres personnes comme Cécile Banon avec l'Ikigai qui parlent de bien-être. Isabelle Sadou qui parle également des parfums qui nous fait rêver. Et d'autres personnes qui aiment à placer l'humain au cœur des préoccupations managériales, comme Laura Immacolato qui parle de richesse humaine et non pas de ressources humaines. Donc finalement, vous voyez que l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer la reconnaissance et l'appartenance à une communauté. Il y a quelque temps, on avait ce qu'on appelle des CHO, Chief Happiness Officer, les fameux coachs du bonheur. On s'aperçoit aujourd'hui que finalement, les solutions que ces postes proposaient, qui étaient de mettre un baby-foot dans l'entreprise ou la musique dans l'entreprise, ne permettaient pas finalement de rendre le salarié heureux. Et il faut absolument qu'on fasse... Ça suffit pas, c'est ça. C'est peut-être bien, mais ça ne suffit pas. Ben oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un salarié qui est plus heureux, il va être beaucoup plus créatif, il va produire 30% de plus et surtout, il va être 6 fois moins absent et 2 fois moins malade au sein de son entreprise. Donc, il faut absolument redonner du sens au travail du collaborateur. Il faut valoriser les petits et les grands succès dans l'entreprise. Il faut que tout le monde joue dans cette entreprise. Avant la crise, je dirais que les gens travaillaient. Maintenant, il faut qu'ils jouent. Le jeu, c'est quelque chose qui est dans l'instinct de l'homme. On a besoin de ça et on a besoin de faire jouer les personnes pour leur permettre d'être beaucoup plus valorisées et de donner du sens à leur travail. Donc finalement, le jeu, ça peut être une solution complémentaire et primordiale même, c'est ça que vous dites aujourd'hui. Exactement. Et je vais même plus loin. Oui, allez-y. Je poserai ma question après. On a un slogan qui dit « Le jeu et le travail de l'enfance sont de la star et le jeu au travail ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait jouer quelqu'un, il peut s'exprimer, il peut donner ce qu'il a de mieux en lui et permettre à l'entreprise de se développer. C'est ce qu'on appelle des preuves de bienveillance. Finalement, l'homme avec un H, bien sûr, un grand H, est un grand enfant. En tout cas, ce qu'on voit avec toutes ces méthodes de travail à distance, c'est que finalement, le management est complètement modifié et on va plus vers un management à l'américaine, à l'anglo-saxon, comme on dit, avec une décentralisation plutôt qu'une centralisation. Moi, c'est un peu ça que je vois de l'extérieur, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui pratiquent le télétravail. Vous avez raison, et il y a urgence à le faire, puisqu'il y a une étude de CAPA qui était parue il y a quelque temps, qui disait qu'en début de confinement, 57% des salariés pensaient avoir besoin d'un accompagnement psychologique. Donc on a intérêt à faire jouer des gens, on a intérêt à les préparer, et malheureusement aujourd'hui, la plupart des entreprises ne proposent aucun accompagnement. Et ça, ce constat, il a été fait en période de confinement, juste au début. Merci en tout cas, Nicolas Goupil, de nous avoir fait prendre conscience de tous ces points importants et des remèdes, j'allais dire, possibles, c'est-à-dire à l'importance du management, du travail à distance, de valoriser des compétences et puis pourquoi pas de mettre en place un jeu de valorisation justement pour redonner confiance aux salariés en son entreprise, puisque une bonne partie de salariés, à la limite, veulent quitter leur emploi pour trouver du sens dans leur emploi. Allez, on part tout de suite pour notre lecture du jour et on vous propose aujourd'hui un extrait d'un livre bien croustillant de Philippe Delerme, lu par Dominique Smadja. Dominique Smadja est venue nous proposer cette lecture. Je rappelle qu'elle travaille à la médiathèque d'Enghien-les-Bains. On l'écoute. La première gorgée de bière. C'est la seule qui compte.
Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière peut-être retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée. Gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, odeur tamisée d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce n'est ni trop peu, qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire ou de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche, éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. Voilà, c'était donc un extrait du livre de Philippe Delerme qui s'appelle « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules », un livre paru aux éditions de l'Arpenteur. Je vous propose de l'acheter, franchement, ça vaut le coup, vous allez vous régaler. C'était lu par Dominique Madja, que l'on remercie bien sûr pour cette lecture formidable. En attendant, eh bien, notre émission va s'achever avec la chanson d'Ambre Charlet et son « Stay at Home », car ce méchant virus, il est vraiment très méchant. Eh bien, il faut quand même rester chez soi. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, et donc on va vous souhaiter bon confinement, et puis on vous retrouve bien sûr dès demain. Très bonne journée à tous. Je vous embrasse. We have to face the situation together, and there's only one thing to do. Allô? It's this day at home. Saving life has never been easier. Don't only think about yourself and think about people who really need your help. We can